Nous allons parler d'un sujet sérieux pour démarrer cette émission. C'est souvent le cas, avec des témoignages, avec des reportages et avec également celles et ceux qui sont plus proches des réalités. Philippe Jeangrand est le responsable du pôle insertion au CCAS. Il est accompagné d'une assistante sociale qui travaille à ses côtés, Aude. Je la remercie d'être venue à la sortie de service, je sais. Donc un grand merci pour cet exercice qui consiste à converser avec nous, en plus de toutes les conversations que vous avez déjà au quotidien, parce que je sais que c'est votre quotidien, avec celles et ceux qui ont le plus besoin d'écoute et qui, en ce moment, encore plus que d'habitude, sont au cœur de multiples problèmes dont nous allons parler avec Philippe Jeangrand. Un mot d'abord sur ce qu'est le pôle insertion, peut-être Philippe, du CCAS pour démarrer. Alors, le nom n'est plus pôle insertion sociale. D'ailleurs, c'est plus ce nom-là. Ça a changé, voilà. C'est pas grave. C'est toujours la même chose qui est derrière. C'est AIS, donc c'est accueil et insertion sociale. Cela dit, ce mot accueil est important parce qu'il signifie bien ce dont on va parler aujourd'hui. Oui, tout un volet de ce que c'est la première marche quand on vient au CCAS, donc c'est une marche qui est très très importante. Et de ce qui se passe à l'accueil, souvent, il peut y avoir des répercussions sur la suite de l'accompagnement et de l'accueil de ces personnes-là. Oui, tout à fait. Alors, ces personnes dont nous parlons ce soir, ce sont des personnes qui peuvent, pour les unes, être également sorties de prison, pour les autres, avoir des accidents de la vie, pour certaines, être dans une précarité extrême. Il n'y a pas un profil, il y a malheureusement des tas de réalités. Il y a une multitude de profils différents. Notre public, ce sont les personnes isolées, dont l'âge est entre 25 ans jusqu'à l'âge de la retraite. Donc, c'est quand même un public très large. Ça peut être des gens qui ponctuellement peuvent être en difficulté, souvent des difficultés financières, mais il peut y avoir aussi une espèce de millefeuille d'autres difficultés qu'ils rencontrent. Des accidents de la vie qui font que ces gens, au-delà des difficultés financières, perte d'emploi, donc chômage ou autre, il peut y avoir aussi des difficultés psychologiques, psychiatriques, des problèmes d'addiction, des problèmes en effet de sortie de prison. On a aussi depuis plusieurs années, mais l'actualité s'en est fait largement l'écho, les problèmes liés à l'arrivée de personnes venant d'autres horizons et donc qui arrivent assez massivement sur notre pays. Et donc notre service est un peu l'entonnoir par lequel arrivent à un moment donné toutes ces personnes-là. Très concrètement, pour poser une question que beaucoup se posent, aujourd'hui, donc on parle de pôle, spécifiquement de Pau. Aujourd'hui, est-ce que pour ceux qui sont les plus précaires, et notamment je pense aux sans-abri, la période actuelle fait qu'il y a encore plus de personnes dans les rues, encore plus de sans-abri qui n'ont pas de toit parce que cette question-là, on l'entend, mais c'est intéressant d'avoir aussi l'expérience des gens de terrain par rapport à ce sujet. Alors souvent, on utilise le mot de SDF, sans domicile fixe. Mais derrière ce mot, il y a des réalités qui sont bien différentes. Il y a des gens qui sont hébergés, donc pour lesquels, entre autres notre service, en lien avec des associations qui gèrent de l'hébergement, ont trouvé des solutions, mais pour lesquels c'est compliqué de vivre entre quatre murs. Ouais. Quand vous avez passé 20 ans de votre vie dehors, c'est difficile de se retrouver entre quatre murs. Alors que il faut parler bien près du micro, Philippe. Oui, pardon. Alors que la vie, souvent, elle est à l'extérieur. Donc, c'est une espèce d'agora pour eux, où ils ont besoin de se retrouver pour échanger, aussi pour s'alcooliser certaines fois, mais toutes ces personnes ne sont pas réellement des personnes sans solution d'hébergement. Et il y a bien sûr à la marge une petite partie de personnes qui n'ont pas trouvé de solution d'hébergement ou qui ont été éjectées des solutions qu'ils avaient trouvées pour des problèmes d'addiction, des problèmes de prise de toxiques, la présence de chiens qui font que c'est pas toujours facile de vivre avec d'autres dans un hébergement collectif quand on a soi-même 2 ou 3 chiens. Voilà, donc il y a vraiment une multitude de réalités qui sont bien sûr assez différentes. Et quand on voit des gens dehors, c'est pas automatiquement des gens qui sont sans abri. Ouais, ça peut, mais pas automatiquement. C'est important ce que vous dites, parce que ça permet évidemment, au-delà des mots rapides que parfois on emploie, qu'on se rende compte de la complexité et malheureusement de la multiplicité des situations. Tout à fait. Si on veut essayer de parler chiffres, c'est toujours difficile parce qu'il y a du mouvement, il y a des gens qui arrivent, des gens qui repartent. Ce n'est pas automatiquement des gens qui restent sur Pau.
on peut dire qu'on a moins de 20 personnes qui aujourd'hui sont réellement à la rue, mais encore une fois, souvent parce qu'ils ont refusé des solutions d'hébergement qui existent, mais que pour des raisons de vie, pour des raisons de manque d'envie de vivre avec d'autres, de peur, d'inquiétude de vivre comme ça dans des lieux collectifs, ils préfèrent être tranquilles dans un coin, sous une arcade, une entrée de bâtiment, plutôt que d'être dans de l'accueil collectif, même si on essaye vraiment d'adapter ces hébergements de façon à ce qu'ils répondent le plus possible aux besoins des gens. Alors, avant de parler des actions du CCAS, très concrètes d'ailleurs, menées pour renforcer déjà celles qui étaient au cœur de vos métiers au quotidien. Si j'élargis un petit peu ma question tout à l'heure, vous avez l'impression que par rapport au public que vous rencontrez, aux personnes que vous soutenez, que vous aidez, que vous aiguillez, il y a aujourd'hui volumiquement, sans parler de nombres précis, mais une précarité qui s'est développée là, ces derniers jours, ces dernières semaines, et que malheureusement on n'est pas à la fin de ce développement au regard des difficultés sociales. Alors déjà, même sans parler du problème du Covid, on sait que la précarité monte. C'est clair. On voit une augmentation de nos chiffres, des personnes accueillies, des personnes aidées. Les demandes d'aide sont de plus en plus nombreuses. Elles touchent des publics qui jusqu'à maintenant ne venaient pas au centre communal d'action sociale. Mais la perte d'emploi fait que souvent des accidents de vie, des ménages qui éclatent, l'un ou l'autre qui se retrouve à la rue parce que il ne peut plus vivre avec sa conjointe ou son conjoint. Donc on sait que ça monte. On le voit bien, les gens de plus en plus en difficulté. L'arrivée des personnes venant de l'étranger n'a fait que rajouter encore. Pour vous donner un petit chiffre qui peut-être un peu parlant, notre service et le CCAS, c'est un peu une boîte postale pour les personnes qui n'ont pas de logement, et donc on a ce qu'on appelle une élection de domicile. On peut demander une adresse postale au CCAS et venir chercher son courrier. En l'espace d'un an et demi, nous sommes passés de 200 élections de domicile à 500 élections de domicile. Donc ça donne déjà une toute petite idée de ce qui est en train de se passer. Le Covid n'a fait que rajouter à ça. On voit maintenant, on en parlait avec Aude il y a quelques heures, là, on voit des gens qui ont perdu leur emploi et qui se tournent certainement pour la première fois de leur vie en direction du CCAS, qui viennent pour avoir une aide alimentaire, parce que c'est tombé, ils n'avaient pas prévu que ça tomberait, bien sûr qu'ils pouvaient le prévoir, et donc ils se retrouvent complètement démunis, vivant dans un appartement, mais ayant difficulté pour régler les factures de fluide, n'ayant plus en fin de mois la capacité à aller chercher et aller acheter son alimentation. Donc, ils se tournent vers nous pour avoir des aides à ce niveau-là. Et on sait très bien que la période de confinement qui sera passée, qui va normalement entamer rapidement, on risque d'avoir une affluence beaucoup plus importante encore, parce que les gens qui n'osaient pas venir à cause du confinement, parce qu'il fallait le papier, ils avaient peur d'être vérifiés par la police, etc., risquent d'arriver en nombre beaucoup plus important dans quelques jours. Alors il y a les actions que vous avez mises en place assez rapidement, mine de rien, et parce que le quotidien, par contre, avec le Covid, a été bousculé, et on pense à des choses comme les douches municipales, par exemple. Dans la série, finalement, des outils qui sont mis à disposition dans l'année pour celles et ceux qui en ont le plus besoin, on se dit que pendant la période de la Covid-19, ça bouscule complètement ce qu'on peut et pas faire. Et les douches municipales, en premier temps, elles ont été fermées, c'est ça, Philippe? Alors, les douches, c'est une volonté municipale, c'était de maintenir un point d'hygiène sur Pau. Il y a très peu de communes en France qui ont des douches. Oui, donc c'est clair, mais c'était une volonté de monsieur le maire de maintenir un point d'hygiène. Alors, je pense qu'il ne savait pas que ça allait servir de façon aussi importante maintenant. Donc, les douches sont passées de la place du Foirail où elles étaient, puisque maintenant il y a des travaux pour en faire un centre culturel. Et nous sommes maintenant derrière la caserne Bernadotte, aux allées du Grand Tour. Donc ces douches, au démarrage du confinement, ont été fermées, simplement parce que l'agent qui était là avait quelques soucis de santé, et donc a été mis sur le côté. Et on s'est dit, comment va-t-on gérer, en termes de désinfection, etc., ce lieu ?
Donc, on a fermé ça. Et on s'est rendu compte, parce que notre travail, on ne travaillait pas juste nous en vase clos. Il y a un multi-partenariat et c'est indispensable dans ce métier. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui n'avaient plus de points d'hygiène, qui ne pouvaient pas accéder à une douche, qui n'accédaient pas à un simple robinet. Et donc la décision a été prise de réouvrir ces douches. Donc il y a des agents qui ont été déployés puisque tout le monde aujourd'hui, Didier, je pense qu'on va le voir en reportage, était responsable des ateliers de réinsertion pré-professionnels que nous avons. Didier s'est proposé pour animer l'accueil des douches. On a aussi un agent qui s'occupe que de l'entretien puisque l'entretien, vous l'imaginez bien, dans un moment comme celui-là, il est essentiel. Et on a quand même mis aussi un agent de sécurité parce qu'on ne savait pas trop à quoi on allait pouvoir s'attendre. Bon, donc les douches ont réouvert. Elles sont ouvertes le matin, 3 demi-journées par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Et en effet, elles répondent à un besoin très important. Tous les gens qui viennent, ils y viennent pour se doucher, pour se raser. Ça fait certainement, pour certains d'entre eux, ça faisait des jours et des jours qu'ils n'avaient pas pris une douche. Et aussi, ils viennent pour laver leurs vêtements. Parce que quand vous êtes à la rue, vous avez souvent que peu d'affaires. Et donc, pouvoir laver son linge, c'est hyper important. Alors, on va voir, en effet, dans un reportage que vous retrouvez d'ailleurs sur le site internet de la ville de Pau, sur pau.fr, la façon dont ces douches ont été rouvertes. Regardez. C'est difficile, les gens de la rue, déjà, c'est difficile à les confiner. Le préfet a réquisitionné l'éco-relais pour offrir le 115, pour offrir un hébergement aux gens. Mais il y a des gens qui préfèrent rester dans leur squat et qui préfèrent rester isolés. Et il faut garder le lien et aller vers ces gens pour veiller sur eux. Nous, notre travail, c'est de faire une veille sanitaire. Donc c'est vrai, c'est de les accompagner au maximum à rejoindre l'hébergement, puisqu'il y a eu des places en plus qui ont été ouvertes. Mais forcément, il y a des personnes qui refusent d'être hébergées. Parce que ils ont un parcours de rue et c'est leur vie, tout simplement. Donc c'est vrai que se posaient plusieurs problèmes. Le problème de l'hygiène qui a été résolu avec l'ouverture des douches municipales. Il y a également le problème des prescriptions, parce que c'est vrai que les personnes à la rue peuvent avoir des problèmes somatiques, peuvent avoir aussi un traitement pour leurs addictions. Et donc il avait été suivi par certaines structures avec lesquelles on travaille habituellement. Et avec le Covid, toutes ces structures-là travaillent différemment. Donc c'est vrai que nous maintenant, en allant au contact des personnes à la rue, qui sont dans leur squat, on essaye de continuer justement à ce qu'elles puissent bénéficier de leur traitement. Donc nous on continue à faire ce lien d'orientation pour que ces personnes ne se trouvent pas sans traitement, puisque là ça poserait une nouvelle problématique et ça risquerait d'aggraver leur état de santé. J'invite vraiment toutes les personnes qui voient des personnes en difficulté à la rue à ne pas hésiter à nous contacter. Donc on vous donnera le numéro, peut-être que vous pourrez le mettre sur... mais il ne faut pas hésiter à nous contacter. Il y a les maraudes de la Croix-Rouge qui continuent à tourner le soir aussi. Il ne faut pas hésiter à se mettre en lien avec eux. Et puis après, c'est pas parce qu'une personne est à la rue qu'elle doit forcément être confinée aussi. Il ne faut pas partir parce que nous on a un hébergement, il ne faut pas se dire il faut l'héberger. Il faut aussi respecter son mode de vie et l'accompagner justement, si elle ne souhaite pas être hébergée, l'accompagner dans son mode de vie. Donc je crois que ça c'est important de se dire ça. Alors avant d'aller aux douches municipales que l'on a vues en arrière-fond tout à l'heure, c'était important en effet de parler d'abord de la maraude. On va aller voir les conditions de rouverture des douches sanitaires juste après, mais on va parler de la maraude et puis on va parler de ce qui a été évoqué finalement dans ce sujet, c'est-à-dire la capacité à aller à la rencontre, la capacité à expliquer les solutions, à entraîner dans le bon sens du terme vers quelque chose, tout en étant respectueux du choix de chacun. C'est le travail de l'équipe. Philippe, c'est
une partie de l'activité de vos collaborateurs et collaboratrices, Aude, qu'il y a ici, ce travail d'écoute, d'échange, de dialogue permanent. Aude, c'est quelque chose pour lequel vous vous étiez destiné, vous, tout à fait au départ de votre carrière, que vous imaginiez au départ de votre carrière? Ça fait partie, aller vers les personnes, ça fait partie du cœur de métier d'un travailleur social, qu'il soit éducateur spécialisé, assistant de service social, je vais dire travailleurs sociaux en général. Et je pense d'autant plus dans un contexte comme celui-ci. Donc nous, on a actuellement différentes façons de rencontrer les personnes, en étant ouvert tous les matins sur de l'accueil du public, de 9h à midi sur le CCAS de Pau. C'est quand même un service qui est repéré par les personnes, donc ils se présentent et ils sont reçus sans rendez-vous tous les matins de 9h à midi pour des demandes d'urgence plutôt, qui sont de l'ordre quand quelqu'un ne peut pas subvenir à ses besoins alimentaires ou qu'il y a la nécessité de faire une demande d'hébergement. On a parlé également des domiciliations tout à l'heure. Une adresse, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut maintenir des droits ouverts et des ressources, et également toute situation de grande vulnérabilité ou des situations des personnes victimes de violences. Donc on peut les rencontrer sur le service tous les matins. Et vous parliez des maraudes. Il y a eu une maraude exceptionnelle qui a été faite il y a 15 jours, qui a permis de faire un diagnostic des squats existants et d'aller aussi d'une autre façon à la rencontre des personnes. Aude, est-ce qu'il y a actuellement, avec cette période, à la part de vous-même, de vos collègues, mais aussi des personnes que vous rencontrez, une forme d'appréhension dans ce contact dont on sait aussi toute la richesse qu'il a dans l'ultra-proximité, voire même dans la relation directe, alors que là, aujourd'hui, on prône une forme de distance physique. Est-ce que, pour le coup, ça inquiète? Est-ce que ça renforce un sentiment, ou en tout cas les difficultés à converser, à échanger ensemble? Alors ça change évidemment des choses dans notre façon de travailler, puisque quand la personne elle arrive, elle nous voit avec un masque en tissu. Donc des fois il y a des personnes qui ont 2 pas de recul, qui sont un peu impressionnées. Donc on verbalise beaucoup de choses, puisque quand même pour rassurer quelqu'un, nos expressions de visage elles sont importantes. Donc là on ne voit pas notre sourire, donc on peut même verbaliser des choses comme ça en disant, vous savez, derrière le masque il y a un sourire, même si nos yeux peuvent être rieurs et que c'est quelque chose qui peut compter. Je crois qu'on met les choses encore plus en mots que d'habitude. Quand on les reçoit, évidemment, on garde des distances de sécurité. Ça veut dire que la chaise, elle est éloignée du bureau. On ne va pas utiliser le même stylo. Donc, on a des réflexes à acquérir dans notre façon de travailler. Et puis, il faut se rendre compte qu'on explique beaucoup. Les premières semaines surtout, puisque quelqu'un qui est sans domicile ou qui n'a pas la télé, qui n'a pas de téléphone, et bien il y a des gens, ils nous ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il a fallu expliquer. Il faut rappeler les gestes barrières, donc que c'est dans leur intérêt. Et c'est vrai que la dimension d'un entretien social, elle est un peu différente aujourd'hui. On fait beaucoup d'entretiens où on rassure, on essaye de désamorcer les angoisses, les inquiétudes, et également on essaye... L'humain a vraiment beaucoup de potentiel et les gens, ils l'ont en eux et on est là juste pour essayer qu'ils arrivent à l'utiliser en fait. Et qu'ils arrivent, les gens se retrouvent, toutes les portes sont fermées quasiment aujourd'hui et le CCS est une des rares portes qui est ouverte et où ils n'ont pas quelqu'un au téléphone mais ils ont quelqu'un de physiquement là en face. Et en général, les personnes déjà, ça a même de nous voir, ça a quand même une fonction même un peu d'apaisement parce qu'il y a de l'écoute, il y a de l'écoute très humaine qui est visuelle, qui est auditive et qui n'est pas simplement que au téléphone. Vos métiers qui sont aussi des métiers quelque part de passion, d'abnégation, de passion. Il y a une véritable volonté de partir dans la rencontre humaine, dans ce que ça a de plus noble, la rencontre humaine, pour reprendre le slogan actuel de la ville, la capitale humaine, ça a tout son sens. Est-ce que cela dit, dans cette période-là, et ça peut être tout à fait normal, il y a des appréhensions de votre part, de la part des équipes qui n'étaient pas là avant, qui complexifient encore plus le travail, puis votre propre relation aux autres?
Alors bien sûr, il y a eu de l'appréhension. L'appréhension, déjà, de ramener quelque chose à la maison, parce que ça veut dire qu'on ne vit pas seul. Nous, on a fait un choix d'être travailleur social, pas forcément nos enfants ou nos familles. Et moi, je me trouve à ma place, à mon travail avec les personnes. Je pense que c'est là que je dois être. C'est le cas également de mes collègues, des collègues agents administratifs qui sont à l'accueil, qui sont la première porte d'entrée, qui déjà font la première écoute. Et ensuite, nous, on arrive en deuxième quand il y a des demandes sociales. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a de l'appréhension, mais ça développe aussi beaucoup de solidarité. On n'est pas nombreux. Donc ça veut dire qu'on est une équipe réduite et donc on parle beaucoup entre nous, on prend des décisions communes, on ne prend pas des décisions seules, on essaye de ne pas être... Quand ce matin une collègue elle a reçu une personne qui vient d'être mise à la porte de chez elle, voilà, donc cette situation, on en parle aussi à plusieurs et on essaye d'avoir aussi des réponses équitables vis-à-vis des personnes et qu'on n'est pas les mêmes individus, mais là on est là pour faire du travail. Donc ça veut dire qu'on utilise ce qu'on est nous en tant que personne, mais professionnellement. Ça veut dire qu'on essaye aussi d'apporter des réponses qui sont équitables face à toutes les situations qu'on a et les personnes qu'on a en face. Philippe, d'ailleurs, il a fallu une organisation particulière pour garantir à la fois le maintien du service, mais on l'a bien entendu au travers de ce qui a été dit, quelque part, cette capacité d'écoute permanente indispensable sur le terrain. Automatiquement, puisque nous avions sur l'équipe des personnes qui ont dû être mises un petit peu à l'arrêt sur le côté. Ou à l'arrêt dans l'activité, parce que des enfants, j'imagine. Tout à fait. Voilà. C'est un petit peu, pendant que Aude parlait, ça me faisait penser à une équipe de rugby, vous savez. Il arrive qu'il y ait des blessés, qu'il y ait un carton rouge. Oui. Et souvent, ceux qui restent sur le terrain, ils sont encore au plus... les uns avec les autres. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour nous, et ce que disait Aude est tout à fait exact, c'est que la solidarité qui existe déjà sur notre service, et je crois qu'elle a été multipliée par 2 ou par 3 ou par 4, je ne sais pas combien. On mange ensemble, on partage les inquiétudes ensemble, parce que les inquiétudes, elles sont là. Quand vous rentrez chez vous, vous dites « pourvu que je ramène rien ». Parce qu'il y a ma fille, mon épouse, etc. Donc ça, c'est important. Donc on a dû modifier automatiquement le fonctionnement du service. D'habitude, nous sommes ouverts toute la journée, de 8h30 le matin jusqu'à 17h approximativement le soir. Là, vu que nous étions une partie simplement de l'équipe, il y avait à peu près un peu plus de la moitié du service qui était out. Donc, ça veut dire qu'il restait la moitié. Et donc, on a dû composer avec ça. On a fait une proposition à la direction en disant, voilà, pour nous, l'essentiel, avec les forces dont nous allons disposer, c'est de maintenir des rencontres. Parce que, comme le disait Aude, ce contact physique, il était essentiel. Une réponse par téléphone, c'était insuffisant. Donc, il fallait qu'on rencontre les personnes. Donc, on s'est dit, OK, mais on ne pourra les rencontrer que le matin. Par contre, il y aura une écoute téléphonique qui peut ensuite amener à une rencontre physique toute la journée. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on est ouvert tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, avec des accueils le matin de 9h à 12h, et ensuite toute la journée, la possibilité de nous contacter. Et donc avec des équipes qui ont su également être souples dans les missions, les fonctions, d'où le sujet qu'on va voir maintenant, enfin, j'ai envie de dire, avec la réouverture des douches et des équipes qui n'étaient pas dévouées, dédiées plutôt à ça. Même dans les travailleurs sociaux, il y avait une espèce de saucissonnage des travailleurs sociaux. Il y en avait qui étaient sur les gens de la rue. Il y en avait d'autres qui étaient sur des urgences. Il y en avait d'autres qui étaient sur des accompagnements RSA. Et toutes ces personnes-là, aujourd'hui, elles sont en train de faire un peu le même travail parce que l'urgence n'est pas dans le maintien de l'accompagnement social, mais il est vraiment dans les réponses qu'on peut apporter à ces personnes-là. Et donc parmi ces réponses, il y a donc la réouverture de ces fameuses douches municipales dont nous allons maintenant avoir les coulisses. Regardez. Donc j'ai été déployé en fin de compte depuis le début de la semaine sur les douches municipales. Voilà. Donc je suis chargé en fin de compte de l'accueil des personnes, leur
permettre en fin de compte de prendre une douche. Je trouve que c'est bien. Je veux dire que la municipalité a décidé de rouvrir les douches municipales puisqu'il y a quand même des gens qui sont encore malheureusement dans la rue et donc qui puissent en fin de compte avoir un point d'eau, quoi, je veux dire, pour pouvoir se doucher. C'est important et voilà, c'est pour ça que j'ai souhaité en fin de compte, quoi, je veux dire, aussi m'investir dans ce domaine-là. Pour l'instant, quoi, je veux dire, on est parti sur 3 demi-journées, donc de 9h à midi, quoi, le lundi, le mercredi et le vendredi. Alors maintenant, on verra au fur et à mesure du temps, suivant en fin de compte la population, quoi, je veux dire, qui viendra, si on doit adapter en fin de compte les horaires ou pas. Ils sont un petit peu inquiets, quand même, quoi. Et voilà. Par contre, maintenant, moi, je veux dire, moi, non, depuis qu'on a commencé, ils sont très contents d'avoir à nouveau, en fin de compte, accès, quoi, je veux dire, aux douches. Et donc, pour pouvoir se laver, quoi, je veux dire, voilà, pour pouvoir avoir une hygiène, je veux dire, correcte. Voilà, donc non, sinon, quoi, je veux dire, une inquiétude particulière sur le Covid, pas spécialement, quoi, je veux dire, enfin, j'ai pas eu l'impression, enfin, jusqu'à maintenant. Sujet que vous retrouvez sur pau.fr avec d'ailleurs des articles assez détaillés sur les actions du CSS et puis sur les informations qu'on peut faire passer avec des personnes que l'on voit, que l'on croise, avec qui on peut converser à distance, parce qu'en ce moment on est à distance certes, mais converser tout de même, l'un n'empêche pas l'autre, parce que très souvent la précarité et la difficulté, on la croise tous les jours. Nos avis divergent parfois sur faut-il écouter, pas écouter, on n'a pas le temps. Là, c'est peut-être le moment d'avoir en effet ce petit moment de solidarité et puis d'indiquer ceux qui ont non seulement le temps, mais parce que c'est leur métier, mais aussi la capacité, quelque part, à les écouter, à les entendre, à les guider. Parce que j'imagine qu'il y a des questions sur les soupes du soir, sur les numéros utiles, sur tout un tas de services. Et encore une fois, vous preniez l'idée tout à l'heure de toutes sortes d'entonnoirs, de portes d'entrée. Philippe, c'est plus que jamais vrai. Oui, d'autant que sur la période que nous traversons actuellement, Aude le soulignait, on est parmi les rares à être là. Eh oui. Beaucoup d'associations, je ne vais pas les nommer parce que je crois que chacun fait ce qu'il peut avec les bénévoles qu'ils ont, etc. Et que c'est une période suffisamment inquiétante pour qu'on comprenne parfaitement qu'il y a des gens qui disent « nous on ferme ». Oui, puis qui n'ont pas les moyens de faire du turnover comme vous dans les équipes, etc. Tout à fait. Donc là, c'est vraiment, on est parmi les rares à être encore ouverts, à être à la disposition. Donc notre travail est encore plus essentiel, je vais dire, en toute modestie, parce que c'est les seuls interlocuteurs que souvent ils vont trouver dans leurs difficultés. Aude, pour terminer, quel est le moral de là, on vous voit avec un peps, un dynamisme qui fait, non mais c'est qui se dit, qui fait plaisir à entendre, à voir. Il y a un côté rassurant dans tout ça. Le moral de vos collègues, en général, c'est une profession extrêmement féminine, mais pas que. Oui, il y a beaucoup de femmes. Après, il y a des collègues hommes aussi. Oui, c'est ça, c'est ça, bien sûr. C'est pour ça que quand je dis ça, c'est pas que pour vous, mesdames, mais quel est le moral de vous toutes et de Le vous moral, tous? il est bon. Je vous dis, on est solidaires. Il est aussi, on est un peu partout à la fois. C'est parfois ce qui est compliqué parce qu'on est dans l'instant, dans la gestion des demandes et des personnes qui sont présentes. Et on est déjà dans la réflexion et la préparation cet après-midi. Il fallait aussi, en plus de répondre au téléphone, on était aussi en train de travailler sur le déconfinement et comment on peut augmenter les propositions et l'offre de services pour répondre aux besoins des personnes. Donc c'est vrai qu'on est, on est un peu sur tout à la fois, mais en étant présent, ça va. Parfait. Merci en tout cas à vous. On le rappelle encore une fois sur les horaires. Philippe, un dernier coup sur les horaires parce que c'est important. Alors, le service est ouvert tous les jours de la semaine, le matin de 9h à 12h pour de l'accueil, c'est-à-dire quelqu'un qui est en difficulté, qui a besoin d'une aide alimentaire, qui a d'autres styles de difficultés. Il va être reçu par un travailleur social et toute la journée, il y a une écoute téléphonique et à ce moment-là, on va nous faire l'orientation qui est adaptée à la difficulté de la personne, soit l'inviter à venir le lendemain matin, soit lui dire prendre un rendez-vous pour la suite.
Merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous. Et puis on a fait un zoom sur ce service du CCAS, mais il faut rappeler que l'ensemble du CCAS est extrêmement mobilisé pendant la période avec les autres missions qui sont autour du CCAS. Et on pense également à tout ce qui est mis en place au niveau du lien à garder, à conserver avec également les publics notamment âgés et autres, parce que c'est une part très, très, très importante de la mission du CCAS, Philippe. Et je trouve en plus qu'il y a toujours, quand on est dans une situation difficile, il y a toujours du positif. Et je trouve que ça a permis aussi, cette période, elle permet à des agents qui travaillaient dans les espaces verts, qui travaillaient à la piscine municipale ou autre, de se trouver en situation de venir en aide à des personnes âgées, d'intervenir sur un EHPAD, d'intervenir comme... sur les portages, surtout les portages qui ont été faits. Les portages de repas, on parlait du resto du soir qu'on a dû modifier puisqu'on ne peut plus servir des repas comme nous le faisions avant. Mais ce sont des maîtres nageurs sauveteurs de la piscine qui viennent distribuer les poches d'alimentation le soir. Et je trouve que c'est vraiment super. Ça permet vraiment... je parlais d'équipe au sens de notre service, mais je trouve que vraiment, il y a une équipe au niveau municipal. Merci beaucoup en tout cas à vous. Dans quelques instants, nous allons retrouver le chef d'équipe de la République des Pyrénées qui nous rejoint pour sa rubrique habituelle. Merci à vous deux d'être passés par le studio.